Je suis professeure des écoles depuis 2018 à peu près, j'ai eu mon concours en 2018. Je viens du secteur puisque je suis née alors je suis pas née, ici, mais j'ai vécu, jusqu'à peu près mes 20 ans à Étretat. À l'école, donc ça se passe moyennement, j'ai redoublé 3 fois. J'ai redoublé ma troisième, ma seconde et ma terminale. Donc je connais les raisons maintenant. À l'époque, bah, voilà, on disait que j'étais un peu en difficulté et que j'étais un petit peu que c'était difficile pour moi. J'ai pas de mauvais souvenirs de l'école, j'ai pas de bons souvenirs de l'école, j'ai laissé passer en fait. C'est un moment qu'il fallait passer. Au collège, mon but c'était de quitter le collège le plus vite possible pour aller au lycée quitter le lycée le plus vite possible pour aller à la fac. Et à la fac j'étais content. C'était ma seule motivation, hein. C'était pas travailler pour avoir des bonnes notes ou c'était mon objectif, c'est faut que je parte de là. Mais pas de mauvais souvenirs de l'école, ni de bons souvenirs. Il fallait passer par là. Bon, ben je suis passé par là. Je voulais faire comme métier journaliste à un moment donné. J'ai tenté le concours de Sciences Po Strasbourg, où j'ai été reçu. Et donc j'ai fait mes études à Strasbourg. Après mon diplôme de Sciences Po Strasbourg en poche, là, je savais pas quoi faire. Je voulais pas finalement, enfin j'aurais pu faire une école de journalisme, mais je sais pas pourquoi je voulais plus faire ça. Du coup je me suis inscrit à un master à l'EHESS, mais donc l'école des études en sciences sociales, mais c'était un master qui s'appelait Territoire Espace Société, donc un truc pluridisciplinaire qui parlait un peu de la ville et de l'urbain. Et puis j'ai quand même présenté un projet de recherche que j'ai un peu transformé pour présenter une allocation doctorale, pour pouvoir poursuivre en thèse. Allocation que j'ai pas eue. Alors là, à cette époque, j'avais présenté, c'était mon plan B, des dossiers pour entrer dans un master d'urbanisme. Mon directeur de thèse, enfin de mémoire à l'époque, qui devait me signer le papier, une petite lettre de recommandation ou je sais pas quoi, a oublié de le faire dans le délai imparti. Donc j'étais coincé et donc j'ai été obligé de m'inscrire en thèse puisque j'avais pas de plan B. Quand je suis sorti donc de l'IEP là, de Sciences Po Strasbourg, j'avais 22 ans. Et j'ai fini ma thèse, ça m'a pris 8 ans et quelques, presque 9 ans, en fin 2016. Donc quand j'ai fini ma thèse, j'avais 33 ans. Premier travail, enfin j'en ai eu plein puisque j'étais, quand même j'ai eu des petits contrats, saisonniers, mais le premier vrai travail, sortie de la fac, on va dire, ça avait rien à voir avec mes études puisque j'ai été, conseillère en insertion, professionnelle pour la mission locale. Après, c'est une question de personne. Moi, je m'investissais peut-être un peu trop, émotivement, et donc quand on a une trentaine, de jeunes à suivre et puis qu'on se rend compte petit à petit que sur les 30, bah, on n'en sort qu'un ou 2 du lot qu'on peut vraiment aider, bah, à force, enfin moi ça m'a usée et c'est assez, c'est pas gratifiant comme, métier. Alors ça l'est parce que tous les jours on rencontre des jeunes, on essaie de les aider, on fait ce qu'on peut, mais c'est usant quoi. Enfin moi ça m'a un petit peu usée. Alors, au niveau de la formation, quand on passe le concours de chef d'établissement, on est en formation pendant 2 ans, avec une formation qui est très solide. Bon, après, il y a de tout, hein, mais ça c'est en fonction aussi de ses compétences, de ses acquis, de ses connaissances. Donc forcément, on ne se retrouve pas forcément dans tout, parce qu'on est tous issus d'un parcours qui est différent, mais il y a quand même une formation qui est très solide. Donc ça, au niveau du management et du fonctionnement en général, on a 2 ans de formation, en plus du temps de travail. On exerce comme chef d'établissement, et en plus, on est en formation. Donc il y a une formation très solide avec, entre autres, une formation à l'Institut des hautes études de l'éducation pendant 2 ans. Ça, c'est une première chose. Mais pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'apprennent et il y a les valeurs. C'est-à-dire qu'on a beau apprendre un cadre supérieur qu'il faut respecter les gens, qu'il faut manager de telle manière et de telle manière, si on n'aime pas les gens, pareil, ça fait un peu bisounours, mais si on n'aime pas les gens, si sincèrement on ne respecte pas les gens, et si sincèrement on n'a pas de respect, de considération pour l'ensemble des gens, et qu'on n'est pas avec un minimum d'empathie,
Ça ne peut pas fonctionner. Il y a des choses qui s'apprennent et des choses qui ne s'apprennent pas. Et je pense que la difficulté dans le métier, elle est là. Pour qu'un établissement fonctionne, pour que les élèves réussissent, il faut que les élèves soient heureux. Pour que les élèves soient heureux, il faut que ça se passe bien avec les enseignants. Pour que les enseignants travaillent bien, il faut qu'ils soient heureux. Alors ça fait un peu bisounours, mais je pense que c'est fondamental. Je pense que la première chose que j'ai mise en place et que je continue de mettre en place, c'est la qualité du climat scolaire et du climat social. C'est-à-dire que les gens se sentent respectés, qu'on soit plutôt dans une logique de facilitateur, c'est-à-dire que certes, on pose le cap, on pose le cadre, mais on est, pour moi, plutôt facilitateur et en appui sur les équipes pour pouvoir avancer. L'État ne remplace qu'un poste de fonctionnaire sur 2 dans les départs à la retraite. Ça a eu des effets dramatiques dans certaines institutions comme les hôpitaux et tout, mais ça touche aussi les universités. Et donc nous, on se retrouve chaque année, dès qu'il y a un prof qui part à la retraite, à devoir se battre pour remplacer son poste. Même ça n'est pas acté. Donc on se retrouve à faire des heures supplémentaires de cours. On résiste pour pas trop en donner, puisque si on fait que des heures complémentaires, alors on est payé. Nos heures complémentaires sont payées. C'est pas toujours le cas à l'hôpital, c'est pas le cas dans la police non plus. Donc au moins nos heures complémentaires sont payées. Donc là-dessus encore une fois, on est privilégié. Si on a fait une thèse, si on a des conditions de recrutement aussi difficiles, c'est aussi qu'on est censé se consacrer 50% à l'enseignement, 50% à la recherche. Et surtout, on doit, ça c'est l'aspect dont les gens parlent très peu, mais je m'attendais à ça. Et en fait j'ai dû avoir à le faire, on doit recruter des précaires. On passe notre temps à évaluer des dossiers. Alors soit on évalue des dossiers de carrière de collègues, ça c'est encore autre chose, pour distribuer des promotions, des trucs comme ça, bon d'accord. Et ça, il y a des nouvelles réformes qui font cette tâche d'évaluation, donc en plus de mise en concurrence des uns avec les autres, c'est accru. Mais surtout, on doit faire des annonces, des offres d'emploi, qu'on diffuse, bien sûr pas sur Pôle emploi, mais sur des listes de diffusion électronique, donc des mailing lists, et donc on diffuse les offres d'emploi de chargés d'enseignement, chargés de TD, vacataires. Donc c'est des vacations, donc payées à l'heure de cours, qui sont mensualisés maintenant, mais qui restent des contrats très précaires. Il faut avoir un boulot à côté pour pouvoir les faire. Soit il faut avoir le statut d'étudiant en 3e cycle, donc doctorant, soit il faut être intervenant professionnel. Mais le problème, c'est que ce système a été détourné et que donc aujourd'hui, je ne sais plus si je disais ça avant, 50% des personnels de l'enseignement supérieur enseignants sont des vacataires et ils assurent 35% à peu près, au dernier chiffre que j'avais vu, des heures de cours. Et donc il faut les trouver, ces gens-là. Le fait que des gens soient profs ou directeurs de recherche, avec des responsabilités administratives importantes, mais des conditions de travail, et une reconnaissance que beaucoup de gens leur envient, tout ça repose sur le travail de la base. Et le jour où on ne trouvera plus de vacataires pour assurer les enseignements à l'université, ce qui est de plus en plus difficile à trouver. Même les ATER, maintenant, le nombre de dossiers envoyés chaque année diminue. Le jour où il n'y aura plus de doctorants pour faire des thèses, en se disant de toute façon, vu les rares opportunités de trouver des postes de titulaires, j'ai pas intérêt à m'investir là-dedans, il n'y aura plus personne pour donner les cours qui permettent de faire vivre des disciplines et qui permettent à certains d'accumuler le prestige et les situations de pouvoir au sommet de la hiérarchie de ces disciplines. Mon parcours personnel fait que ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur les soi-disant difficultés. Et plus je vais dans mon métier de professeur, plus je me dis qu'il y a un grand travail à faire sur l'éducation des élèves en tant que professeur. Pour moi, alors l'éducation nationale va dans ce sens-là, mais pour moi, on ne peut pas, on peut plus travailler de la même manière avec toute une classe, tout un panel d'enfants. Ils sont tous différents. Quand j'ai travaillé à Socance, dans ma classe, alors on est en REP, donc forcément on est en classe dédoublée. Donc j'avais des CE1, j'avais donc en moyenne 13 élèves. Dans ces 13 élèves, là par exemple l'année dernière j'avais un autiste, j'avais 2-3-10, j'ai des hyperactifs. Avec ces élèves-là, on ne peut absolument, on ne peut plus travailler de la même manière, on ne peut plus vouloir apprendre une chose de la même manière pour tous ces enfants-là. C'est pas possible parce qu'ils sont pas capables de comprendre
de la même manière. Je me répète, mais voilà. Et quand je dis moi, forcément, tous mes collègues, c'est pareil, hein. Ils ont tous eu un autiste, des 10, des hyperactifs dans leur classe, et quels que soient les niveaux, hein. Ça, on part de maternelle jusqu'à CM2. La relation avec les partenaires extérieurs sont bonnes, hein, sont correctes. On n'est plus dans l'ancien système de l'éducation nationale qui était cloisonné dans son coin. On est amené à travailler autant avec le département que les municipalités, que les associations, que la police. Donc là, à ce niveau-là, on travaille tous en bonne intelligence et en coopération, hein, parce que souvent on a des projets communs, des informations qu'il faut échanger. Après, avec les parents d'élèves, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Après, on est quand même dans une dégradation quand même du climat, mais qui n'est pas due à l'école spécifiquement. C'est-à-dire qu'on est dans une dégradation du climat général au niveau de la société, et forcément l'école n'est pas étanche. Alors après, moi j'ai toujours un principe, quelle que soit la personne, que ce soit un parent qui est en colère, ou un enseignant, un personnel ou autre, c'est avant tout, comment dire, d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Alors ça ne veut pas dire justifier, hein. Et pas se faire marcher sur les pieds non plus, c'est pas la question. Mais pour avoir travaillé en éducation prioritaire, on peut avoir un parent qui arrive en colère, qui n'en peut plus. Puis en fait, si vous creusez bien, vous vous rendez compte que ce parent-là, il vient de se rendre compte que son allocation de chômage, il ne l'aura pas, que le même jour, la banque vient de le mettre en interdiction bancaire, hein. Et puis le même jour, vous l'avez appelé parce que son enfant a encore fait des bêtises en classe, et puis il n'en peut plus parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis il se saigne pour son gamin, puis ça va toujours pas, puis ça va pas, et des fois vous pouvez vous retrouver avec la personne, l'institution, parce que pour les parents vous êtes une institution, on va dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et qui fait que ça explose. J'ai toujours fait de la danse depuis que je suis toute petite. Donc en seconde, je me suis mise en option art plastique. Et du coup, quand en terminale, il a fallu choisir danse ou art plastique, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de choisir. En fait, j'ai envie de faire les deux. Et aujourd'hui, la compagnie Sac de Nœuds a vraiment la couleur de la danse et des arts plastiques parce que c'est vraiment ce qu'on mélange sur le plateau. Du coup, j'ai quand même commencé la danse classique, j'avais 18 ans, donc hyper vieille. En général, on est toute petite. Mais j'avais cette envie de créer des spectacles et donc pour ça, on m'avait dit, il faut essayer de rentrer au conservatoire si possible. Du coup, l'année du bac, énormément bossé. Et mes parents, voyant que je faisais plus que de la danse, se sont dit, on va lui dire, tu passes ton bac et si tu l'as, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai eu limite, mais je l'ai eu. Et après, j'ai passé les entrées dans différents lieux qui sont bien pour la danse contemporaine. J'en ai raté plein. Et j'ai été prise au CNR de Paris, donc c'est le Conservatoire national de région de Paris. Et en parallèle, j'étais en faculté d'art plastique. Et après, donc, j'ai continué à me former parce que je suis également danse-thérapeute. Où je suis retournée à la faculté de médecine à Paris et j'ai fait un diplôme universitaire d'art en thérapie et en psychopédagogie pour pouvoir travailler avec les publics en difficulté. Je suis comédienne et je suis née au Havre. Je suis née et j'ai vécu au Champ-Barré, donc un quartier dans les quartiers sud. Et j'ai eu une enfance, j'ai eu une belle enfance, une enfance fauchée, une enfance de fille d'ouvrier fauchée, voilà. Mais en même temps, c'était l'époque où on jouait tous dehors, avec les copains, avec des cartons, on construisait des maisons, avec des craies, on écrivait par terre et on se construisait, et on s'inventait des mondes, on prenait nos vélos et on partait le long des falaises et on allait dans des grottes, enfin des choses que j'aurais eu peur que mes enfants fassent à l'heure d'aujourd'hui. Je me souviens de mon voisin, Monsieur Keinec, qui naviguait et qui était garçon de salle sur le France. Et d'ailleurs, c'est lui qui a rencontré toutes ces vedettes, là, Fernandel, Bourvil, Daniel Darieux, Lorraine Bacal. Et il les servait à table. Et donc il me racontait la rencontre. Et puis il avait appris quelques mots d'anglais. Donc il m'apprenait quelques mots d'anglais. Et je lui disais toujours, quand j'étais petite fille, est-ce que je pourrais avoir les photos quand vous serez mort? Bon, elles sont là, les photos. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai voulu être comédienne? Je sais pas, je ne saurais jamais. Mais en tout cas,
En tout cas, j'avais très envie. Néanmoins, le chemin n'était pas simple. Fille ouvrière, ma sœur était secrétaire, je devais être secrétaire, mon autre sœur derrière devait être secrétaire. J'ai donc été secrétaire. Les choses qui m'ont touché depuis le début de ma carrière, ou les moments les plus cool que j'ai vécu, c'est toujours lié aux personnes avec qui tu joues, avec qui tu fais, ou qui sont dans la salle. Je suis au cœur d'une troupe qui est une famille. On fait ce qu'on appelle du spectacle d'improvisation théâtrale. Et c'est au cœur de cette troupe que je m'épanouis le plus, quoi. C'est vraiment ma famille, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a un mois qui va être plus relou, est-ce qu'il y a moins de spectacles, il faut qu'on ait un mois où on ait plus de spectacles, quoi. Donc c'est ça les enjeux. Et on lance la compagnie en 2004 et on arrive à le faire, quoi. Ça, c'est un secret pour personne, en tout cas de ceux qui me connaissent. Vous imaginez, vous avez un enfant qui est ingénieur informaticien, parce que je suis ingénieur de formation, et qui vous dit qu'il va être comédien. Bon, bah, le papa, ça l'a fait flipper, hein, on va pas se mentir. Il était pas hyper pour, quoi. Au final, ce qui reste, c'est quoi? C'est parce que voilà, j'ai beau avoir des diplômes dans les sciences. Aujourd'hui, je suis humoriste, tu vois, donc souvent on me dit ah mais alors t'as fait tout ça pour rien? Non, parce que l'école, ça t'apprend des trucs, tu vois, ça t'apprend et même quand tu fais de longues études, t'apprends à bosser en fait, t'apprends la rigueur, t'apprends à apprendre, t'apprends à, à restituer des connaissances, t'apprends à réfléchir, à te poser des questions, à remettre en cause. Donc finalement, tu avances, tu vois. Et aujourd'hui, en tant qu'humoriste, bah, quand je vais vendre un spectacle ou quand je vais dans une entreprise pour proposer un spectacle, bah, j'ai le bon discours. Et ça, je pense que je l'aurais pas eu si j'avais pas fait les études que j'ai fait. Le temps passait, ça faisait 10 ans que j'étais secrétaire et j'avais commencé quand même à avoir des contacts professionnels. J'avais commencé à demander des mi-temps pour partir en tournée. J'avais réussi, mais c'était un peu chaud. Et puis un jour, mon collègue qui traversait une mauvaise passe s'est fait virer. Il s'est mis encore plus à boire. Moi, je continuais de le soutenir, mais je me suis retrouvée toute seule à la tête du service à 28 ans. Enfin, bon, voilà, j'avais plus personne avec moi. Et puis un jour, il est mort, bêtement. Il était seul, il est tombé, il avait dû boire sûrement. Il s'est cassé le nez et il est mort tout seul. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait une sorte de burn-out. C'est ce qu'on n'aurait pas dit ça à l'époque, mais maintenant on peut dire ça. Enfin, je voyais tout en noir et blanc, comme quand on prend des négatifs de photos. Et je me suis dit, mais la vie passe trop vite. Et donc il est mort en mai, je suis partie en décembre. J'ai démissionné en décembre. Alors mes parents étaient très inquiets, moi j'avais un super poste, j'étais responsable de mon service. Et il se trouve que un ami à moi, un dramaturge, montait une compagnie qui s'appelle Le Métis. Et du coup, je suis partie avec lui, c'était au Havre, hein, mais on a monté cette compagnie pendant 10 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec la compagnie Acté, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Alors à partir de là, évidemment, après j'ai travaillé avec d'autres personnes, d'autres compagnies, j'ai fait un peu de cinéma, j'ai travaillé aussi dans la musique, j'ai chanté. Mais bon, voilà à peu près l'historique, les fondations de mon histoire. L'impro, c'est la discipline que je trouve la plus magique dans toutes celles que j'ai fait au niveau des arts et de la culture. Parce que tu vas pouvoir jouer partout. C'est une espèce de pâte à modeler géniale qui s'adapte à tout, quoi. Tu peux jouer de l'impro partout, tu peux jouer avec n'importe qui, tu peux jouer à partir de n'importe quoi. La première règle, c'est le oui, c'est accepter l'idée de l'autre. C'est qu'à partir du moment où tu joues avec quelqu'un en impro, accepte ses idées. Parce que t'en as pas. Il n'y en a pas en impro. Souvent, les gens, ils ont peur de l'impro parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Mais du coup, quand il y a une idée qui arrive dans une impro, accepte-la. Sois pas dans le refus de « Ah non, je vois pas où tu veux aller. Non, non, merci, ça fait flipper. » Non, non, accepte.
accepte, joue avec l'autre. Et puis la deuxième, c'est écoute. Parce que si tu veux avancer, si tu veux construire une impro à plusieurs, bah écoute pour accepter. Mais il faut d'abord écouter. Donc tu vois, tu as cette écoute et ce oui qui sont deux valeurs pédagogiques extraordinaires. Tu vois, on est dans un monde justement où on ne s'écoute pas assez, où on n'accepte pas l'idée de l'autre, tu vois. Moi, si on se met une petite vidéo de la fin, elle va pas trop mal. On va direct à la fin. Le reste, on va. Ouais. Alors. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est que les deux bouts, je les attrape et que j'arrive à remettre du papier par-dessus pour pas qu'ils puissent s'en aller. Bah, écoute, en tout cas, il était bien. Il était un chou trop tôt. Donc je tourne bien. Ça, c'était bon. Peut-être qu'un jour on se roulera plus par terre comme on se roule par terre maintenant. Et en même temps, je dis ça, mais je suis même pas sûre. Moi, j'ai l'image d'une amie, Micheline, qui a l'âge de ma maman, ou un peu moins, et qui danse toujours, en fait, énormément. Et ça a une autre beauté, c'est une autre esthétique. Et je pense que dans la compagnie, c'est quelque chose que je ferai évoluer. De toute façon, je peux pas aller contre le temps qui passe. Mais par contre, je peux m'adapter à ce temps qui passe et essayer d'en faire quelque chose. Peut-être qu'il y aura plus d'art plastique et certainement aussi que je m'entourerai de jeunes. Moi, j'ai la chance d'être chorégraphe, donc je pourrais aussi choisir de sortir du plateau. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on n'est que interprète. Voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vis mal ou qui m'angoisse, cette vieillesse. Je trouve que c'est même quelque chose de beau. Bien évidemment, c'est une préoccupation. Tu vois, moi, je vieillis, j'ai la chance que les salles soient toujours remplies et tout, et que ça marche. Mais j'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai commencé l'interview en te disant ça, en me disant, voilà, j'ai 45 ans, là, je viens de les avoir, et forcément, ça questionne. Tu vois, en plus, on est en pleine période de communication sur la retraite, on doit aller jusqu'à 64. C'est un secret pour personne, je suis absolument contre cette réforme. J'en profite pour le dire, tu vois. Mais parce qu'il y a des métiers. Alors moi, je suis chanceux, tu vois. Bien sûr, j'aimerais bosser le plus longtemps possible. Et donc, parce que mon métier est cool et que vraiment, la pénibilité du travail, moi, je connais pas. C'est pas pénible mon métier. Moi, alors par moments, ça l'est, tu vois. Mais si je regarde sur la longueur, non, absolument pas. Je vais pas me plaindre. Moi, je peux pas avoir mal au dos de jouer un rôle. Je peux pas rentrer chez moi avec l'oreille qui me fait mal parce que j'ai fait du marteau-piqueur toute la journée, ou j'entends pas mes gosses me parler parce que j'ai travaillé dans un environnement trop intense, tu vois. Donc, moi, la pénibilité, ça me parle pas au sein de mon propre travail, mais par contre, je la vois. Je la vois. Je vois des techniciens monter au grill, là. Ils vont monter au grill, là, à 62 ans, là, accrocher des projets qui pèsent plus de 8 kilos. Tu vois, à se mettre en danger. Enfin, tu vois, des fois, tu te dis, mais est-ce qu'on est sérieux pour de vrai? On va leur demander vraiment de monter là-haut sur des barres, accrocher des trucs à 62 ans, 63 ans. Et puis, est-ce que moi, je vais être capable de remplir les salles? Ça, c'est autre chose, tu vois. Est-ce qu'à un moment donné, justement, avec l'âge, tu peux rentrer dans ce mode-là de déconnexion avec ce que les gens y vivent? C'est une question que je me pose. Alors, tu vois, là, tu vois, c'est toi qui poses les questions, mais là, tu vois, sur celle-là, j'ai pas la réponse. L'avenir le dira. Tu vois, je sais pas jusqu'à quand les gens auront envie, le plaisir de venir me voir jouer, à moi de réussir à proposer des choses qui vont intéresser les gens, tu vois, qui vont leur donner envie de venir. Est-ce que je vais réussir? J'aimerais bien. On va voir. Et puis jusqu'à quand je vais avoir envie de le faire, je sais pas.
En tout cas, pour le moment, j'ai vraiment envie de continuer. J'ai pas peur de l'âge. Des fois, je me pose la question de me dire, putain, j'ai 45 ans, il y a des jeunes et tout qui viennent me voir. Je me dis, mais à quel moment vraiment je vais parler une langue qu'ils comprennent plus, tu vois? C'est pas évident de vieillir dans ce métier. Que ce soit la parfaite inconnue comme moi, je suis connue localement, point barre quoi. Mais en dehors de ça, je suis pas connue. Ou que ce soit une Nathalie Baye, ou que ce soit une Catherine Deneuve. Et c'est pas du tout évident de vieillir. Alors tu peux passer en effet par la chirurgie esthétique, mais des fois c'est pas toujours très heureux. Et puis t'as pas forcément, enfin en tout cas moi j'ai pas envie de faire ça. Enfin voilà. Mais il est vrai que quand tu regardes au théâtre, c'est souvent enfin, c'est rare d'avoir un rôle principal tenu par une personne âgée. Ça change un peu à la télévision, ou par exemple dans les séries télé, maintenant, les héroïnes, parce que je parle pas des mecs, parce que les mecs, ils peuvent vieillir. Un gars comme Sean Connery, par exemple, il peut vieillir en James Bond. Ça va, quoi. Mais les jeunes héroïnes qui étaient dans ses bras, elles auront toujours 25 ans. Elles ne seront pas... Et ça change un peu, et notamment ça change dans les séries françaises. Je trouve que, par exemple, les inspectrices ou je ne sais quoi, elles arrivent facilement à 40, 45, 50. Mais tu passes 50, c'est hyper dur. Moi, je travaille beaucoup moins au théâtre depuis une dizaine d'années. J'ai 60 ans, je viens de prendre 60 ans. Euh, j'ai j'ai pleuré parce que je bossais moins et maintenant je l'ai digéré et je me dis bah c'est comme ça, c'est pas grave, il y a d'autres biais, il y a d'autres moyens de faire les choses et je les cherche ces moyens, comme par exemple une lecture publique que j'ai faite où j'ai faite à l'Imaginarium récemment, euh, où ben voilà, je m'amuse et puis je chante et puis on s'en fout, enfin voilà, on s'en fout. Mais dans le métier, c'est difficile. Et il y a d'ailleurs une association qui s'est montée, les les femmes de plus de 50 ans qui bossent plus, qui se sont montées, enfin avec des actrices qui sont assez connues, qui font plein de pubs, qui ont pas mal de rôles. Alors les spectateurs les connaissent pas forcément, mais connaissent leur visage. Mais connaissent pas forcément leur nom. Et on en est toutes là, et c'est vrai que c'est difficile quand même d'être une femme et de vieillir dans ce métier. C'est injuste parce que on n'est pas traité de la même manière. Je savais qu'il cherchait du monde, puis j'ai aussi un frère qui m'en avait parlé, comme il commençait à fabriquer le trafic. Donc je me suis inscrit à la boîte d'intérim qui m'avait dit, ils m'ont appelé, j'ai fait des tests, puis j'ai été reçu quoi. Et j'ai fait 18 mois sur la chaîne, là. Bah, c'est la chaîne de fabrication que je trouvais ça super ingénieux, même si c'est l'enfer à travailler, quoi. Mais après, c'est une usine à viande. Hein, moi, ce qui me manquait surtout, c'est ouais, les rapports avec les gens. Tu parlais là, tu pouvais pas parler, quoi, parce que tout le monde était occupé, toi y compris. Il y a plusieurs équipes en fait, et on était à peu près tous une vingtaine, et chacun avait une tâche bien précise à faire, quoi. Et c'était ça du matin au soir. C'était mécanique. Hein, on avait tous tant de boulons à mettre, tant de choses à installer. On avait pas mal d'opérations en très peu de temps, quoi. Je sais plus, on avait moins d'une minute pour faire 3, 4 ou 5 tâches, quoi. Ce qui est pas rien, quoi. C'est la chaîne de fabrication, quoi. C'est un peu les temps modernes de Charlie Chaplin, sauf qu'on fabriquait des bagnoles. Et voilà, donc le chef, il coachait tout ça, et puis fallait que ça tourne. Hein. Quand il y en a un qui merdait, ça faisait chier tout le monde. Bah là où à Sandeauville, nous on travaillait sous caisse. Moi par exemple, j'avais un pot d'échappement installé. Le camion il passait au-dessus de nos têtes, donc on travaillait toujours les bras en l'air quoi. Un bordel à installer aussi sous le camion. Puis des boulons qui étaient prévissés, que je devais finir de visser, qui étaient prévissés par un collègue avant quoi, qui m'a installé les trucs. Et voilà, puis moi aussi je préparais des trucs pour le prochain, pour mon collègue qui était devant moi, et puis je finissais ce que j'avais à faire. Il fallait aller vite.
Je m'appelle Renaud Tarlet, j'ai 46 ans, je suis né en 1976 à Caen, au centre de reproduction humaine. J'ai grandi dans la région, d'abord à côté de Caen, dans une ville qui s'appelle Hérouville, et puis mes parents sont partis vivre à la campagne. Voilà quoi. Donc une enfance qu'en dure, heureuse et solitaire. J'ai grandi dans une famille et dans un univers social où les études étaient quelque chose. Pour moi, c'était pas, tout était fait pour que je puisse en faire en fait. Alors, bonjour, je m'appelle Philippe Saunier, donc je suis né au Havre et j'y suis resté presque 60 ans. Comme particularité, eh bien mon père travaillait à la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, il y a un truc dont je me souviens, c'était le travail de nuit et le fait qu'il partait le week-end vers 20h30 pour prendre le car, et je lui disais toujours jamais je travaillerai dans ton usine. Le seul boulot que j'ai trouvé avec un bac technique, c'est en fin de compte de travailler dans cette raffinerie, ce qui est un petit peu original. Donc c'est quasiment la seule entreprise que j'ai faite. J'ai fait quelques courts séjours à la Société Normande de l'Azote et chez Foy-Lagadec avant, entre mon bac technique et l'armée, mais on peut dire que j'ai fait toute ma carrière comme ouvrier puis technicien par la force des choses, puisque ils n'ont pas pu me coincer trop longtemps non plus en matière de discrimination dans cette raffinerie. C'est un site impressionnant quand on arrive, qu'on ne connaît pas du tout l'industrie, avec le bruit, la chaleur par endroits. La nuit, c'est impressionnant avec... D'abord, c'est un site énorme, hein, puisqu'il fait 4 km de long. Donc le bruit, la chaleur, les lumières artificielles, parfois des bruits étranges qui peuvent vous impressionner quand vous démarrez avec des soupapes qui crachent, etc. Oh bah de faire du social, c'est une question que je me suis jamais posée. C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de ne pas me syndiquer, par exemple. Pour moi, c'était tellement naturel. Alors bon, ça doit venir de la culture familiale, sans doute. Après, peut-être un événement qui m'a plus marqué, c'est la mort de mon père à 54 ans d'un cancer du larynx, alors qu'il travaillait dans la raffinerie. Avec cette question qui restera sans réponse aujourd'hui, c'est la part des activités du travail, avec notamment tous les produits chimiques qu'il respire à longueur de journée dans la survenue de son cancer. Bon, c'est un élément. Il y en a eu d'autres, bien évidemment. Il y a énormément de salariés qui ont eu des cancers du sang, des voies aériennes supérieures, des problèmes aussi liés à l'amiante, pour une très grande partie, qui n'ont jamais été reconnus comme tels, c'est-à-dire en relation avec le travail. Je m'appelle Théo, j'ai 35 ans et je suis né au Havre. Donc j'ai fait un parcours assez particulier parce que donc en fait j'étais dans un IEM Denis Cordonnier, ensuite j'ai fait les cours par correspondance au CNEL, puis une troisième avec une unité locale d'inclusion scolaire, ce qu'on appelait avant les UPI, Unités pédagogiques d'intégration. Ensuite, je me suis orienté vers un BEP secrétariat, puis un bac pro, accueil service, puis un BTS tourisme et une licence de tourisme. Voilà, donc sur le plan de l'intégration, donc l'intégration qui s'est quand même passé le mieux, c'était à l'unité locale d'inclusion scolaire. D'abord, c'était à Crypto. Ensuite, c'est vrai que au début, ça n'a pas été très simple au niveau des déplacements, parce que je venais de faire l'acquisition d'un fauteuil électrique. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, une AVS collective et surtout, dans les matières où j'avais des difficultés, on me détachait du cours pour aller en unité pédagogique d'intégration pour travailler la matière et travailler le programme.
pour espérer, à un moment dans les trimestres, arriver au niveau de l'exigence du prof. Donc oui, et pour revenir à cette histoire d'AVS, c'est un frein, ça peut être un frein aussi dans les stages, mais aussi dans la scolarité. C'est-à-dire que si l'AVS n'aime pas, par exemple, la matière, l'espagnol, et qu'il dit à la prof, bah, vos cours c'est de la gnognotte, voilà, pour être poli, et que la prof dit, bah, je ne veux pas, et donc du coup, bah, on trouve d'autres solutions, elle aménage ses cours, enfin bref. Je crois qu'il faut voir le point positif, c'est-à-dire voir ce que chacun apporte l'un envers l'autre. Je pense que c'est un métier sous-payé, ce métier, parce que vient aussi la rémunération. Quand t'es payé à peine 800 € pour faire 35 heures, j'ai envie de te dire, c'est quand même peu. La troupe de marionnettes, ça allait me mettre un peu en face de ça, parce que fallait lutter pour choper un mauvais cachet que j'allais jamais avoir d'ailleurs. C'est-à-dire que j'étais dans un monde où tout fonctionnait à l'huile de coude, donc on comptait pas ses heures de travail, souvent on n'était pas payé, on était dans la passion pure. La personne qui était qui était en couple avec le mec qui tenait cette troupe de marionnettes connaissait ses embrouilles, elle savait qu'il était en train d'un peu de m'exploiter, machin bidule, et elle, ça l'énervait parce qu'elle voyait que j'avais un certain niveau, j'étais bac+3, je m'exprimais bien, ça marchait dans la tronche. Et je précise, c'est pas parce qu'on fait des études que ça marche dans la tronche, quoi. Et du coup, elle m'a trouvé un travail au Conseil Général du Calvados, quoi. Et me voilà, je me suis retrouvé agent de catégorie C. Je faisais des dossiers de retraite. Je devais prendre les dossiers de retraite du personnel, et puis ça avait un côté scolaire, fallait que je leur colle un petit onglet avec un système de classement où je disais en gros, telle personne, c'est le dossier A12, je le mettais dans une boîte, je rangeais les boîtes, et après on allait retrouver les dossiers, et comme je maîtrisais un petit peu l'outil informatique, je faisais des tableaux Excel pour mettre un petit peu tout ça en ordre, et c'était un peu la révolution dans le service, parce que c'était l'informatisation. Donc, c'est une certaine époque de la fonction publique qui était en train de se terminer. Et la directrice, elle a déboulé dans le bureau en disant « Mais c'est vous qui avez fait ça ?» parce que, dans cet univers hiérarchique, moi je me rendais pas compte, mais quelqu'un qui rédigeait ça sentait quelqu'un qui avait minimum bac+3, quoi. Voilà. Et dans cet univers-là, quelqu'un qui a bac+3, c'est un cadre. Et comme c'était un boulot où rapidement, en fait, je m'ennuyais, et puis mes collègues, c'est pas pour être méchant, mais c'était concret, ils m'ennuyaient, quoi. Ils parlaient de ce qui se passait à la télé sur TF1. C'est pas pour juger, hein, je juge pas. Je dis que concrètement, moi, je m'ennuyais, quoi. Voilà. Et on me racontait les histoires de love story ou machin, et je suis désolé, mais là, je veux pas être méprisant, mais ça m'intéressait pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Je trouvais ça vraiment vulgose, quoi. Et je pense que, même si j'étais pas du genre à vouloir donner des leçons, on devait sentir à mes attitudes que ces trucs-là, donc, que ça me gavait quand on me parlait de ça, quoi. Alors, le CHSCT, c'est un peu difficile de mesurer les accidents graves qu'il a pu éviter, les maladies professionnelles, puisque, en fin de compte, en agissant au quotidien, on se bat et on obtient sûrement de supprimer un paquet de pépins. Il faut savoir qu'à la raffinerie de Normandie, il y avait 4 CHSCT. On avait tronçonné l'établissement 4 pour être plus efficace. On avait jusqu'à 20 élus. Quand je suis parti, on était déjà à 300 maladies professionnelles, rien que sur l'amiante, qu'on avait pu détecter et traiter au niveau du CHSCT, pas grâce à l'employeur, évidemment. Et puis, les multiples actions du quotidien qui font qu'on a probablement empêché un pépin. Mais ça, c'est pas facile à mesurer. Donc les rectifications,
Et on me disait toujours que c'était sûrement le principal outil pour l'intérêt des salariés, puisque le CHST, l'employeur avait un peu plus de mal qu'en délégué du personnel ou en comité d'entreprise pour nous envoyer balader. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas, c'est qu'il fallait qu'il trouve le moyen, parce qu'un patron ne peut pas dire c'est dangereux mais je ne le ferai pas. Il ne peut pas dire ça. Donc il faut toujours qu'il trouve le moyen de dire plus tard ou de tenter de nous démontrer que c'est pas dangereux. Donc c'était vraiment un outil extraordinaire de ce point de vue-là. Hein. Et la suppression des CHSCT par Macron, j'ai pas peur de dire qu'elle est criminelle. Elle est criminelle parce que on a déjà force obligatoirement plus d'accidents graves, y compris des maladies professionnelles. Mais il y a un autre phénomène, un double phénomène, c'est qu'on est beaucoup moins, sur le coup, en connaissance des pépins et des risques, puisqu'avec, pour la raffinerie de Normandie, on a divisé par 3 le nombre de délégués avec les CHS, globalement. Ce qui veut dire que, on en sait beaucoup moins. On est beaucoup moins au courant des risques qui sont pris ici et là, hein, puisque c'est mathématique en étant 3 fois moins nombreux. Et donc, il y a une part d'invisibilité de la situation réelle des conditions de travail et des risques. Et ouais, non, j'ai eu un accident de travail, je me suis ouvert la main en manipulant des tôles, quoi. Et donc voilà, arrêt de travail, etc. Et la boîte d'intérim m'ont proposé de venir, de ne pas déclarer mon accident du travail. Et je serais payé en gros à rien foutre, quoi. En gros, c'est ce qu'ils m'ont dit, quoi. Et moi, comme un con, j'ai accepté. Et j'y suis allé. Alors effectivement, je me faisais royalement chier, quoi. Et puis je faisais l'écart, hein, donc ça changeait rien, quoi. Et à un moment, il y a un mec qui est venu me casser les couilles parce qu'il me voyait pas branler grand chose parce que tout le monde bosse, quoi. Et ça s'est mal passé, mon chef il est arrivé en me gueulant dessus, donc j'ai envoyé balader, je me suis pris mes affaires et je me suis barré. J'ai dit, écoute, je suis en arrêt du travail, j'aurais jamais dû accepter les conditions de merde que vous m'avez proposées, quoi. J'aurais dû le déposer, je me serais arrêté 10 jours, tu vois, je serais chez moi, et puis on serait pas là en train de se prendre la tête tous les deux, quoi. Ah là, puis il voulait que je revienne, puis j'y ai dit non. CACOM n'est pas un acronyme, c'est une société de téléphone qui s'occupe des litiges entre EDF et le particulier. Et aujourd'hui, nous on est centre d'appel, prestataire de services. Aujourd'hui, ils ont aussi inclus la CARSAT et la CNAM. Donc ensuite, pour l'intégration, il a fallu que faire une formation de 8 semaines. Ça demande aussi du travail chez soi. Voilà. Quand tu as des difficultés, parce que je dirais, EDF, la théorie c'est bien beau, mais la pratique, qu'est-ce qu'un compteur, comment on s'en sert. Heureusement, moi j'ai l'entourage qu'il faut pour trouver, non pas l'électricien, mais quelqu'un qui a travaillé dans l'électricité, qui a touché un peu pour m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un générateur, etc. Ils ont engagé un formateur spécifique pour m'aider à continuer la formation, à faire les polycopiers. Ensuite, ils m'ont fait prendre des appels. Ces appels n'ont pas été concluants. Je faisais pas de vente, donc ça posait problème. Cap Emploi a dit, ils veulent bien le garder, mais sauf que ils veulent adapter son taux de travail. Sauf que Cap Emploi leur avait pas dit que j'avais un problème de vue. J'avais plusieurs signaux d'alerte que j'ai pas vus, quoi. Parce que je savais pas, quoi. Je me rendais pas compte. J'étais pas à la place des gens, quoi. Et je parlais de mes études d'histoire et tout, parce qu'il fallait parler de la vie. Et, je m'en rendais pas compte, mais je pense que c'était pas mon but. Mais je pense que j'en foutais plein la gueule aux gens, quoi. Alors que pour moi, faire des études d'histoire, c'était normal, c'était ma vie. Mais pour eux, j'étais le catégorie C, qui avait fait une licence, qui parlait de ses études. La directrice du personnel vient le voir pour lui dire « vous êtes brillant, machin », qui sait faire l'ordinateur, mais pas les autres souvent, quoi.
Voilà, qui avait plein de trucs comme ça. Et puis je parlais de mon expérience, quoi. Je regarde pas la télé, je continue à bosser dans ma troupe de marionnettes, j'étais un peu artiste, machin. Donc vraiment en décalage. Et sont venues des interactions où petit à petit, je me suis mis dans les problèmes. Parce que n'ayant rien vécu étant jeune, et puis pour moi c'était un jeu. C'était un jeu le travail, c'était pas, je risquais pas ma vie, je pouvais partir quelque part quand je voulais, quoi. Autant qu'on regarde La Famille en or et tout, bon, j'avais cette formation quand même intellectuelle pour dire, bon, voilà, moi c'est pas mon truc, mais je prenais pas les gens pour des abrutis parce qu'ils regardaient Une Famille en or. Par contre, quand on commençait à me dire d'un air pincé, ouais, les gens qui sont clodos, ils gagnent 500 balles par jour, là je commençais à mordre, quoi. Et du coup, ça a circulé partout que j'étais en gros le petit bourgeois qui était là, qui avait bossé depuis 3 mois, puis qui disait que les gens foutaient rien, quoi. Voilà. Quand les gens ricanent tout le temps quand vous passez dans le couloir, bon, on le vit une journée, on le vit une semaine, ça vous passe au-dessus, quoi. Dès que vous arrivez, toutes les conversations s'arrêtent, tout le monde vous regarde, vous vous barrez, tout le monde est mort de rire. Bon, on le vit une semaine, on a une certaine distance, quoi. Quand ça dure 1 an, à la fin, j'ai appris à mes dépens que c'était pas une blague, quoi. C'était pas une blague. J'ai vraiment, vraiment souffert, quoi. J'étais peut-être un petit bourgeois, j'avais peut-être mes défauts, j'étais peut-être à côté du monde, mais pour ceux qui cherchent une morale, vous inquiétez pas, ma claque dans la gueule, j'ai prise, quoi. J'ai bien morflé, quoi. La position officielle de la Fédération CGT de la chimie, là où on est aujourd'hui, elle est de dire qu'il ne faut pas utiliser le pétrole comme un carburant, puisqu'on doit être capable de faire des produits nobles. Donc on n'est pas en décalage par rapport à l'opinion générale, qui a bien raison de s'inquiéter de la pollution avec le CO2. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit faire mieux, on doit pouvoir trouver pour demain à faire une industrie propre, et qu'effectivement, la question des moteurs thermiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, il faut y mettre fin, puisque le premier poste de pollution dans le monde, c'est le transport maritime. Alors, c'est intéressant de le dire pour le Havre, je vais peut-être me fâcher avec mes copains de Caire, mais le premier poste de pollution dans le monde, c'est le transport maritime marchandises. Sur le terrestre, le premier poste de pollution, c'est le transport routier marchandises. Donc on sait qu'il y a des améliorations à faire en matière de chauffage, mais par exemple, c'est important de le dire aujourd'hui, le transport routier et marchandises en France, et pas seulement ces dernières années, est en nette progression, et il n'est pas prévu que cette progression baisse. Donc on a effectivement des soucis à régler de ce point de vue-là. Donc en fait, tu as tous les solivages qui sont prévus. En gros, le but, c'est qu'on met des conteneurs en suspension entre 2 conteneurs et que du coup, après, tu peux tendre des planchers entre... Là, par exemple, on est sur un plancher qui est tendu entre ce conteneur-là et celui-ci. Je m'appelle Steven, j'ai 31 ans, je suis architecte de formation, on dirait. J'ai grandi au Havre, j'étais plutôt pas mauvais élève, quoi, mais toujours un peu clownesque. À la fois la personne qui pouvait parler aux profs et fluidifier un peu les relations entre les élèves et les profs, mais à la fois ce côté un peu, pas rebelle, mais j'ai jamais été vraiment d'accord avec le concept d'école, le côté un peu, en fait on te file un emploi du temps, tu vois. Moi, quand on n'est pas capable de me répondre à une question de pourquoi, j'ai du mal à, tu vois ce que je veux dire, et du coup j'étais souvent en train de remettre un peu en question les choses. Après l'archi, ouais, je crois que j'avais trouvé ma voie, quoi. Une fois que je suis arrivé en école d'archi, moi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur... ah tiens, qu'est-ce que peut être l'école quand elle est un peu mieux réfléchie. Et en fait, en école d'archi, ce que je trouve vraiment stylé, il y a deux, trois points que je trouve vraiment stylés, c'est d'une, tu vas filer le même sujet à 120 étudiants, tu ressors avec 120 projets différents, et tout est défendable. Je commence. Alors, écoute, pour ce qu'on fait ici, ce lieu s'appelle l'Imaginéarium, et c'est un lieu dans la campagne, vraiment au milieu de la campagne. On amène des amis artistes, on avait commencé un petit peu au Havre, et on s'est aperçu que c'était beaucoup mieux de se mettre à la campagne. C'est un choix, dans un endroit, dans un clos masure. Donc il y a aussi un petit bar où on fait salon de thé, et puis aussi de la bière et des éléments uniquement locaux. On fait de temps en temps les petits concerts, on fait du théâtre de temps en temps aussi, et puis tous les premiers samedis du mois, il y a jour de lecture.
où là, ça brasse entre 20 et 50 personnes. Et là, moi, il y a une plus grande visibilité sur ce qui est exposé au mur de l'Imaginarium. Moi, je suis né à Gonneville, je suis d'ici, je suis un natif du village. Quand mon grand-père est parti, mon père a voulu reprendre la relève, mais on va dire qu'il n'avait pas suffisamment de surface pour que ce soit viable, donc il a tout arrêté, loué les terres, on va dire, et puis il nous a gentiment fait comprendre que voilà, fallait se détourner de l'agriculture. J'ai loupé mon bac 2 fois. Et bon, de peu, on va dire, pas par manque de sérieux. Hein. J'ai eu une adolescence une crise d'adolescence assez forte. Mais j'ai quand même réussi à trouver un BTS et à repasser mon bac en candidat libre au bout de l'année du BTS. Mon frère et ma sœur se sont tournés plus vers la médecine, moi je me suis tourné plus vers l'industrie, on va dire. La limite du truc, en fait, c'était que moi, si je faisais ça, c'était parce que j'ai vu mon père construire des maisons, tout ça, on a travaillé beaucoup quand on était jeune. Et je voulais me mettre dans la construction. Et ce que je me suis rendu compte au bout d'un an et demi, c'est que j'allais passer ma vie sans un ordinateur. Et j'ai dit à mon prof, c'est bien, je pense que c'est pas fait pour moi. À côté de ça, dans ma boîte où j'étais en alternance, ils m'ont appris les métiers de l'acier. Je sais me débrouiller. Puis comme on était du milieu agricole, on va dire qu'on est avec des outils dans les mains, quoi. Les marteaux, les pointes, t'as ça depuis que t'es... Donc on est assez manuel quand même. Le hangar zéro pour moi, ça commence justement avec mon asso d'événementiel. En fait, on cherchait à l'époque des lieux pour faire des soirées, des festivals. Nous, on cherchait des terrains d'air, des hangars, des machins, etc. Et de là, il y a une amie qui est DJ qui nous dit il y a des gens qui ont participé à un concours et qui apparemment ont eu un hangar sur le port. Tu vois. C'est ça la phrase que j'ai un peu de début. Et au final, on arrive dans une réunion au fort de Tourneville et une trentaine de personnes dans une salle. Disposé, tu vois, un petit peu en mode réunion, tu vois, tout le monde dans un grand carré, quoi. Et en fait, on se rend compte que, moi, c'est là les premières bribes de ce qu'est le hangar. C'est ça pour moi, c'est que je vois une réunion organisée avec quelqu'un qui gère les tours de parole, quelqu'un qui gère les sujets, quelqu'un qui modère, quelqu'un qui fait le temps, des manières de s'exprimer aussi avec les mains. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, point technique, machin, etc. Et donc je vois tout ce mécanisme humain qui, moi, me parle, tu vois, où je me dis putain, ça fonctionne assez bien, c'est marrant. Et après, c'est un peu flou, c'est un peu découpé, j'allais dire, c'est un peu en pointillé. Là, il y a l'architecte d'ici, donc Frédéric Denis, qui est le père d'une amie à moi, qui me dit cette phrase-là, qui me dit quand tu auras fini tes études, viens poser un cul à Archipel et on verra ce qu'on fera. Et Archipel, c'est le coworking dont je te parle, où au final, le hangar est né un peu là-bas. Du moins, c'était les premiers bureaux administratifs du hangar, on va dire. Je travaillais aussi pas mal pour Toyota France à Valenciennes. Donc nos spécialités, c'était le convoyage automobile, donc tout ce qui est tapis roulant, machin, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'une année sur l'autre, quand on rentrait dans l'usine, on voyait que là où on avait mis des chaînes, les ouvriers ils avaient disparu, quoi. C'était que des bras de montage automoteur, les bras de soudure automatique, l'appareil qui attrape le siège, qui attrape le pare-brise, qui monte tout seul. Les voitures, elles sont quasiment faites toutes seules. Donc ça m'a un peu agacé et j'ai préféré arrêter. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir en Australie avec un copain qui faisait ses études. Je suis parti vivre 2 ans en Australie. Et c'est là-bas, on va dire, que j'ai retouché un peu à la terre, quoi. J'ai travaillé pendant 9 mois, je crois, dans une exploitation céréalière. Le propriétaire, je crois il cultivait 11 000 hectares de terre. Donc c'est la grosse industrie agricole australienne, quoi. Comme on voit sur les photos, toutes les moissonneuses qui se suivent là, les unes derrière les autres. Et c'était une expérience formidable, vraiment formidable. Et on va dire que quand je suis revenu en France,
j'avais déjà cette envie de faire autre chose. Donc labellisé bio depuis 7 ans, j'ai récupéré donc les terres de mon grand-père que j'ai passé en bio, on va dire. Donc il y a 3 ans d'attente, de reconversion. Donc je voulais quand même faire du bio, mais de toute façon sur une petite surface pour être, on va dire, viable économiquement. Fallait que je vende en produits bio pour essayer de valoriser au maximum mes produits, et en direct, on va dire, pour essayer toujours pareil, toujours dans la même démarche de valoriser mes produits et puis d'en tirer le plus de bénéfices possible, on va dire. Mais grâce aux AMAP, on va dire, j'ai pu fournir des légumes qui étaient en reconversion bio et non bio, et les clients en fait acceptaient du principe où la démarche était en cours. Quand on commence à faire une expo, c'est comme le tatouage, hein, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Et et donc j'ai continué à faire des expos. Je suis allé aussi dans une asso de photographes au Havre, la SHP, la Société Havraise de Photographie, où j'ai appris à manipuler l'ordinateur, hein, pour Photoshop et autres logiciels. Et puis je fais pas que de la photo. Alors on va savoir que tout ce que je fais, je suis autodidacte. La plupart des choses, c'est bien donc la photo. Je fais mon pain, je fais de la bière, je tourne, je menuise. Tout ça, soit je regarde des vidéos sur YouTube, je cherche des articles, mais j'apprends par moi-même. Un jour, je dis, je vais pas finir mes jours à Saint-Germain-en-Laye. C'était en 2006 précisément. Je vais aller au Havre. Tout le monde dans ma famille et mes amis me disent, mais qu'est-ce que tu vas foutre au Havre? Et puis pour moi, le Havre, à ce moment-là aussi, ce que je me disais, parce que je connaissais personne, hein, je connaissais une personne, et je me disais, le Havre, c'est une ville qui a beaucoup souffert et qui est en plein renouveau. Et c'est un petit peu à mon image. Et voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait aussi, c'est que dans ma vie, j'ai jamais, je me levais le matin, je me disais pas, je vais bosser, ça va faire chier. Je me disais toujours, je vais faire ce que j'ai à faire, ce que j'ai décidé de faire et ce que j'ai à faire sur cette terre. Et je me suis mise au Havre à peindre un jour. Ça m'a pris comme une envie de faire pipi. Je dis à mes enfants, en 2007-2008, si vous ne savez pas quoi m'offrir, écoutez, vous m'offrez des châssis, de la peinture. Ouais, je vais essayer de peindre. Voilà. Et c'est mon côté artistique qui est ressorti. Et je disais, et je le dis encore, quand je me mets en peinture, je me mets en danse en fait, parce que il y a beaucoup de mouvements c'est mon côté artistique qui est ressorti en peinture. Et je pense que c'est grâce à la lumière, à l'univers qu'il y a de lumière au Havre, en fait. Il y a une asso qui a été créée au moment du Hangar Zéro, qui s'appelle donc Permac, l'asso pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui veut dire plateforme d'échange et de réemploi des matériaux de construction. En travaillant pour le Hangar Zéro, on fait du réemploi ici. Et en fait, un jour, on va avoir une commande à laquelle on répond. Et donc c'est la déconstruction d'un bâtiment, et donc je m'attelle à ça et je me rends compte que on apprend à construire mais on n'apprend pas à déconstruire. Ça me libère aussi de la pression, parce que c'était hyper dur, la pression de l'auto-entreprise, en se disant en fait, si j'ai pas de projet, j'ai pas d'argent à la fin du mois. Et donc comment avoir des projets? Faut aller voir des gens, et ta vie devient un peu une recherche de projets. Et puis tu vois aussi les différents parcours des autres qui sont sortis de ta promo et qui sont en agence, qui peuvent avoir une voiture de fonction, enfin tu vois, qui commencent déjà à rentrer dans le système économique. Et je sais pas, moi je garde un peu les rêves en mode je suis un peu rêveur et j'ai envie de me dire que il y a peut-être moyen de tester une autre voie, quoi. Un peu comme dans tous les domaines que veut traiter le hangar, il y a des problèmes, on pourrait améliorer. Et donc là, dans le domaine de la construction, les problèmes c'est les déchets. Les pistes de réflexion, c'est on pourrait construire avec ces déchets, et donc c'est ce qu'on décide de faire ici. Et c'est un projet un peu démonstratif, dans le sens où on va pas pouvoir récupérer tous les déchets, on va pas sauver le monde, mais on veut montrer que c'est possible. Et surtout, en faisant ce projet, ça enclenche des choses. C'est-à-dire que finalement, tu fais pour de vrai. C'est-à-dire que quand tu vas récupérer un escalier ou une charpente ou un machin sur un chantier qu'on déconstruit, en fait la personne, elle se sensibilise directement, en fait, parce qu'elle est en mode il y a des gars qui sont venus, ils ont récupéré le plancher que nous on allait mettre à la poubelle, moi j'ai payé moins cher en benne. Enfin il a fait un pas dans le réemploi, tu vois. Et nous aussi, le réemploi ça a toujours existé.
On a construit des maisons, des églises avec des anciennes pierres de châteaux. Enfin, tu vois, il y avait le côté on perd pas la matière, quoi, tu vois. Et en fait, c'est arrivé courant, je dirais 20e, tu vois, où la pression immobilière, l'urbanisation, etc. ont fait que bah, t'as des promoteurs qui achètent des terrains, il y a un bâtiment dessus. Voilà, nous, on veut que le terrain, en fait. Donc, voilà. Et donc, le temps fait que bah, la gestion des déchets dans une ville, bah, c'est déchetterie, quoi. C'est tu découpes, tu détruis et tu mets en déchetterie. La pression, j'allais dire, je sais pas, financière, foncière, comme on dit, voilà, fait que bah, ça doit avancer rapidement. Et que donc, on se retrouve à jeter des bâtiments à la poubelle, où au final, on construit des bâtiments qui se construisent très rapidement, certes, mais déjà d'une, on les détruit 50 ans après parce que les trucs sont mal isolés, machin, etc. Donc on construit trop rapidement pour déconstruire après. Et puis ce qu'on construit est pas facilement déconstructible, quoi. C'est-à-dire que t'as vachement de matériaux hybrides, j'allais dire un bâtiment en briques, ça peut se démolir assez rapidement. Finalement, enfin tu vois, l'assemblage est fait pour être quasiment déconstruit, tu vois. On veut changer un modèle qui pour nous peut-être on pourrait dire est inspiré un peu du capitalisme et fait souffrir les gens et machin et ça provoque des inégalités malades et tout, etc. Et t'as pas mal de gens qui travaillent ici qui ont fait par exemple des burn-out ou des trucs comme ça, donc tu vois, qui sont des rescapés de ce système-là un peu, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que le système qu'on monte, il est violent aussi. Parce qu'en fait, la violence, elle est contenue en nous et que bah ouais, quand tu fais une réunion avec 20 personnes, bah ouais, tu vas rentrer chez toi avec des frustrations, avec des choses comme ça. Et donc, toute la question, c'est de se dire, est-ce que ce qu'on est en train de créer est mieux que ce qu'il y avait avant ? Le fait de te donner une liberté d'agir, bah, c'est aussi récupérer les doutes qui vont avec, enfin tu vois, il y a un côté un peu là. Et sinon, par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de la finance, moi je dis toujours, il y a un peu... j'aime bien le truc de temps et d'espace. Et je dis souvent qu'au hangar, on a un peu notre propre temps. C'est-à-dire que finalement, si tu prenais pas le monde extérieur, comme je te dis, on est un groupe fermé avec un bâtiment physique autour de nous. Le temps du hangar, il est relié au temps des matériaux, au temps des bénévoles, au temps machin. Et puis à l'extérieur de ce groupe-là, bah, t'as le monde. Et en fait, bah, comme à la manière de l'école, t'as le grand bassin, quoi. Et le grand bassin, en fait, bah, c'est le temps des banques. Donc en fait, bah, la connexion entre ces deux mondes, elle est parfois compliquée et c'est normal. Et donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on a traversé pas mal de problèmes financiers ou de manque d'argent. Parce qu'en fait, aussi, je crois que les gens qui sont ici ne mettent pas l'argent comme un critère premier. J'ai commencé par faire du tutorat à l'espace test de Coville. Et donc c'était souvent c'était jeunes qui venaient s'installer pour un temps pendant 3 ans. Et moi j'étais là pour les diriger un peu. Et souvent c'était un peu toujours pareil. Au début c'était permaculture, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Au final, au bout de 6-8 mois, ils se disaient mince, ça va pas. Et on a réussi, on va dire, là-bas à partager une technique avec un outillage assez spécifique et puis avoir des résultats un peu plus cohérents que ce que c'était au début, quoi. Parce que l'agriculture, c'est quand même un sujet du moment, quoi. Aujourd'hui, on entend que dans 10 ans, il y aura 50% d'agriculteurs en moins en France. Dans 10 ans, la plupart des climatologues ils nous disent qu'on aura quasiment 10-15% de terres agricoles en moins parce qu'il y aura un peu de la désertification, problèmes climatiques, tout ça. Mais le problème, c'est que dans 10 ans, on sera peut-être 10 milliards sur la Terre. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est un sujet du moment. Et vu que j'avais l'impression que j'y arrivais pas trop mal, je voulais aussi partager ce que j'avais appris de mes grands-parents, de mon père, de tous les agriculteurs du coin qui me soutiennent aussi, hein, qui respectent mon travail, hein, puis qui prennent le temps de m'expliquer comment ils faisaient avant, parce que le bio, on aurait envie de dire que c'est des procédés nouveaux, mais en fait non, on refait ce que nos grands-parents faisaient. Et par la technique, par la pratique de nos anciens qui m'intéressait beaucoup, je l'ai partagé à tous ces jeunes de Coville, de maintenant de Montivier. Et là, j'ai l'impression que voilà, on arrive à faire quelque chose. Il y a une production, il y a quelque chose c'est utile, quoi. Quand j'étais jeune, mes parents louaient, malgré qu'ils étaient du Vésinet, après on a vécu dans plusieurs pays, ils louaient une petite maison en forêt d'Orléans où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité.
il n'y avait rien. C'était une petite maison au milieu, une ancienne maison forestière, et on allait passer toutes nos vacances là-bas. Donc on était habitués à vraiment faire attention à l'eau, justement, faire attention à l'électricité. On n'allume pas, voilà. Et ici, je retrouve cette, bon, là ici on a l'électricité, on a tout ce qu'il nous faut, hein, mais je retrouve l'ambiance nature, les oiseaux, les champignons, et amener tout ça à la campagne, l'art à la campagne. C'est pas forcément facile pour tout le monde de venir jusqu'ici nous voir non plus depuis Le Havre. C'est quand même 20 km. Mais on n'est pas au bord d'une autoroute exprès aussi, l'Imaginarium, parce que il y a une démarche pour venir ici. Voilà, c'est ça aussi. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins ou bien vendeuses par nature. Il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surgés. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi. Mon cher Denis, c'est très gentil, mais là, faites juste le refrain avec moi, parce que voyez-vous, vous avez mal travaillé. Excusez-le, c'est un petit jeune, il s'est mis au piano. C'est normal, il y a du travail à faire. Alors, bien biaisé, une robe, ma foi, il n'y en a pas de pâle comme moi. Je suis biaiseuse de chez Paquin, je biaise du soir au matin. C'est tout mon bonheur, je suis pas pour la journée de nuit, le travail de nuit me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquin, pour mon métier j'ai des gains. Quand mes parents voient pas rentrer, ils me disent il n'y a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de